préfère jouer aux vieux Street Fighter sur le Super Nintendo plutôt qu'aux récents où tout est beau et tout est parfait. Et ils font des super combos où tout va très vite. Moi j'aime bien la lenteur et même les petits bugs qu'on voit avec la Super Nintendo. Le plaisir du jeu reste intact et il est déconnecté de la qualité des graphismes en fait. Et c'est ça que les gens veulent retrouver. Ah, je jouais à Mario Kart sur N64 avec des potes, j'ai envie de me le refaire une soirée là en 2017. Quoi. Il y a toujours eu des gens qui jouaient aux jeux des anciennes générations, Donc c'est ça le rétro gaming, ni plus ni moins. Effectivement, c'est ajouté par-dessus une mode, on va dire, on peut même pas donner de date vraiment, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a un phénomène un petit peu plus grand public qui en rajoute. Il y a eu un espèce de rebond des trentenaires 10 ans plus tard, où parfois c'est par passion, parfois c'est par nostalgie, parfois c'est un peu revanchard aussi la collection. On achète ce qu'on n'a pas pu avoir quand on était gamin. Je dois avoir une dizaine de consoles, mais je joue réellement à plutôt tout ce qui est axé à Nintendo. De temps en temps PS1, parce que du coup, comme je disais, c'est la console ensuite que j'ai acheté avec mes sous et que je me souviens encore, j'allais à Virgin ou à la Fnac et j'achetais les jeux. Je jouais beaucoup à Tony Hawk parce que j'étais dans une période. Là, c'était plus, voilà. La PS1, je devais avoir 15 ans, donc là, j'étais dans une période un peu skate, donc je jouais à Tony Hawk. Et c'est beaucoup des collectionneurs qui revendent leurs jeux, ou même des gens qui retrouvent des jeux de l'époque dans leur garage, dans leur grenier, etc., qui constituent le stock récurrent de toutes les boutiques. À partir du moment où on ne fait que de l'occasion, par définition, il n'y a pas de fournisseur, il n'y en a jamais eu. Donc effectivement, tout l'enjeu est de récupérer des jeux effectivement auprès des particuliers. Notre premier fournisseur, qui représente à peu près 80% de nos jeux rétro, c'est les gens qui viennent nous les ramener. C'est-à-dire qu'on a des gens régulièrement qui viennent avec des collections ou des demi-collections, ils se séparent d'une partie de leur collection et ils nous revendent tout ça, quoi. Soit pour avoir des bons d'achat pour changer de support ou acheter autre chose, soit pour avoir de l'argent, tout simplement. Donc ça c'est notre premier fournisseur, c'est le particulier qui vient revendre ses jeux. Et le deuxième c'est des fournisseurs en fait professionnels qui eux nous gardent des jeux en fait pour nous proposer des jeux en fait. Donc ça peut être soit des partenaires au Japon, aux États-Unis, au Canada, en Australie, soit en Europe. Les gens qui viennent ici, c'est à la fois pour jouer et aussi pour posséder un objet. Il y a vraiment l'aspect collection qui est important. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est quand même le cas de beaucoup de clients. On achète un jeu pour y jouer, c'est vrai, pour se faire plaisir, mais aussi pour le posséder, pour le collectionner. D'où l'état des jeux qui est de plus en plus important et qui aussi fait que les prix peuvent être très différents d'un jeu en cartouche seul ou d'un jeu complet en boîte et notice en excellent état. Vous pouvez voir des prix du simple au triple, voire plus, mais ils ne vont pas s'adresser au même type de clients. J'aimerais surtout avoir des jeux en boîte, ouais. Parce que j'ai que du loose, parce que c'est moins cher et je trouve ça beau, quoi. Enfin beau. C'est des vieilles boîtes, je sais pas, je trouve qu'elles ont du charme, quoi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis désolée, mais quand je vois que les boîtes c'est ça, c'est des DVD dans des petits, enfin, voilà quoi, c'est format DVD. Bah voilà, il y a quand même une grosse différence entre le charme de cette belle boîte où on sort une cartouche qui est plutôt qu'un CD qu'on met dans une console. Bah, après, de toute façon, c'est très personnel. La clientèle maintenant, on peut la scinder un petit peu en deux. Vous avez beaucoup de gens de 30-40 ans qui vont là effectivement plutôt chercher des jeux un peu pointus, encore des jeux japonais, etc., qu'ils n'ont pas forcément dans leur collection, qui font des fois depuis 10 ou 20 ans, et qui sont effectivement des jeux qui peuvent devenir rares et à ses côtés. Notamment, je passe sur une console à Neo Geo, vous avez des jeux à plus de 1000 € dessus maintenant. Et vous avez aussi toute une autre clientèle plus jeune, que je dirais plutôt des 18-25 ans, qui là va rechercher effectivement plutôt des jeux français. Il y a des gros collectionneurs, mais il y a aussi beaucoup de gens qui veulent juste se refaire un trip de un vieux Super Mario World sur Super Nintendo. Nintendo, ça reste des licences fortes, c'est Mario, Zelda, Donkey Kong et compagnie, et que ce sont des licences qui continuent d'exister maintenant. Donc forcément, les gens ont envie aussi de voir, bah tiens, qu'est-ce qui se faisait avant? Et même dans l'imaginaire collectif, ça reste dans la tête. Il y a un nouveau Zelda qui sort. Ah, mais moi, je jouais à l'ancien sur Game Boy, sur Super Nintendo. Hein, j'ai envie de me le refaire, etc.
Donc Nintendo sont très forts pour ça, ils ont fait des super jeux, c'est des licences qui perdurent, ça reste dans la tête des gens. C'est surtout les grosses licences qui partent le plus. C'est beaucoup plus difficile de vendre un jeu, même rare, à côté des licences très communes, tout ce qui est Zelda, Mario, Dragon Ball, Street Fighter, tout ça, ça part, ça revient, ça part, ça revient. C'est vraiment le flux qu'on a. Du Zelda, on en trouvait sur la NES, ensuite il y a une version sur la Super NES, donc pour moi c'est lié quoi, l'un ou l'autre. C'est vraiment les deux consoles que je préfère, avec lesquelles j'ai le plus joué. Il est vrai qu'on voit maintenant un glissement du fait de générations plus jeunes qui s'intéressent au rétro vers la Nintendo 64, la GameCube, qui sont des consoles qui sont très demandées et qui marchent très bien, ce qui n'était pas le cas il y a 4-5 ans en arrière. Au milieu des années 90, les gens, les collectionneurs, c'est quelque chose qui a été un petit peu en sous-marin. Les gens faisaient les brocantes, ils récupéraient un petit peu tout ce qu'ils pouvaient. Et à ce moment-là, on récupérait beaucoup d'anciennes machines, type Commodore, des vieilles Atari, etc. Le premier truc qui, pour moi, a été vraiment collectionné, c'est tout ce qui est jeux électroniques type Game & Watch et juste derrière la NES. Mais c'est la logique. C'est aussi à ce moment-là qu'il y a eu un rebond du jeu vidéo qui était en train de complètement s'affaisser dans son histoire. Et voilà, la NES a commencé à être collectionnée à la fin des années 90, début 2000. On pouvait faire des vide-greniers et avoir un carton entier de jeux pour rien, parce que les gens se débarrassaient de ça. Et pour eux, c'était mais c'est nul, maintenant ça sert plus à rien, c'est des vieilles cartouches. Ils le vendaient 3 fois 6 sous, puis maintenant que c'est à la mode, forcément, les gens ont commencé à le vendre plus cher. Et maintenant, sur les brocantes, je sais que j'achète pratiquement plus jamais de jeux, parce que c'est tout de suite plus cher, ça se met au prix un peu au prix qu'on trouve maintenant sur eBay, où tout est un petit peu plus cher. C'est vrai qu'on a peu de chance d'avoir quelqu'un qui n'y connaît rien et qui va dire « oh ça c'est rien ». Et puis voilà, on s'adapte au marché. Donc les gens qui ont commencé malheureusement à collectionner dans les années en 2007-2009, ils se sont retrouvés face à un milieu où oui, pour choper le moindre jeu un peu connu, fallait débourser 50, 100, 150 €, voire plus. Depuis 2-3 ans, les codes des jeux ont vraiment flambé. Sur le marché de l'occasion, il y en a de moins en moins et la demande reste importante et internationale. Donc forcément, ça a fait monter les prix. Les gens, par exemple, hurlent au scandale quand il y a un jeu neuf vaut 20, 30, 50 fois parfois le prix du même jeu d'occasion en très bon état. Mais c'est pas le même marché, le neuf et l'occasion sur du rétro, c'est pas les mêmes acheteurs, c'est pas le même marché, les deux sont pas liés. Que tu aies un Mario World qui se vend de 4000 € parce qu'il est neuf, ou qui se vend de 70 ou 80 € parce qu'il est d'occasion en excellent état, c'est pas le même acheteur de toute manière. Reste la problématique avec le temps passant, des prix qui deviennent de plus en plus élevés et qui forcément réduisent aussi le nombre de clients potentiels sur des pièces à 500 ou 1000 €. Et puis il y a certaines pièces qui se sont vues éditer à l'époque à des millions d'exemplaires, qui aujourd'hui valent tout de même assez cher, parce qu'elles sont toujours aussi demandées, quoi, tout simplement. Alors qu'à contrario, il y a des choses qui sont plutôt rares, mais qui ne sont pas trop demandées, quoi. On a vu même des anciennes boutiques qui avaient un petit peu arrêté tout ce qui était rétro, et finalement qui sont remis depuis 5, 6, 7 ans, parce qu'ils voient qu'il y a une demande et que certainement leur clientèle demandait. Donc là, effectivement, il y a une partie opportuniste, mais c'est assez logique. Il y a des nouveaux magasins qui sont venus. Bon, après, c'est assez sain, hein, finalement. C'est normal qu'il y ait de la concurrence. C'est normal, effectivement, que des gens viennent sur un marché qui a l'air effectivement tendance. République, c'est un microcosme. Ça date pas d'hier, hein. Il y a moins de boutiques aujourd'hui sur le boulevard qu'il y en avait il y a 15 ans. Et même à Paris, il y avait un autre vivier qui était à Jussieu. Aujourd'hui, il reste 2 boutiques. Mais avant, c'était pareil, il y avait beaucoup plus de boutiques. En France, on est les seuls au monde, à part au Japon, à avoir une sorte de vivier comme ça. Nous, on a un intérêt en tant que boutique. Moi, je préfère qu'il y ait 10 nouvelles boutiques qui s'ouvrent en face de jeux vidéo rétro que 10 confiseries ou un Go Sport. L'effet rétro-mine n'est pas né qu'en France, c'est vraiment un effet mondial, hein. Là, on a un colis qui va partir aux Pays-Bas, hier on a fait le Mexique, les États-Unis. Donc c'est vraiment un effet vraiment. C'est pas réellement un effet de mode.
C'est des jeux qui ont tout le temps existé, des gens qui ont toujours fait des consoles. Sauf que dans certains pays, des pièces sont plus difficiles à trouver. Ce qui fait qu'ils sont obligés vraiment de chercher partout dans le monde, quoi. Maintenant, on est bien sûr très curieux de voir ce qui va se passer dans les années à venir. Peut-être que des machines aussi vont devenir obsolètes ou physiquement rendre l'âme, parce qu'il y a quand même des composants dedans. Donc on verra ce que ça va devenir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un glissement de la demande vers les consoles un peu plus récentes. Voilà, donc le rétro gaming, quelque part, s'élargit un petit peu sur des consoles qui n'étaient pas rétro il y a 4 ou 5 ans.